écoutez, donc, nous allons commencer. Alors, effectivement, comme le disait mon ami, l'histoire de l'aide de l'Espagne ne concerne pas que les Espagnols. Je me souviens, parce que je suis né en 48, et dans ma folle jeunesse, dans les années 70, le nombre de manifestations à Perpignan à propos des condamnés du Burgos et la mobilisation à la fois espagnole mais française pour la liberté en Espagne. J'ajouterai que c'était une époque où toute une série d'organisations étaient clandestines, étaient entrées en France, et où les organisations françaises servaient de paravent à des manifestations espagnoles. Je me rappelle avoir organisé, ça devait être en 71, ou c'était en 71, une journée du jeune immigré. Alors, vous voyez, thème, tout ce qu'il y a de plus anodin, si vous voulez. Et quand vous regardez les photos de la journée du jeune immigré, au premier plan, vous voyez un certain nombre d'hommes mûrs, avec un foulard rouge autour d'un crochet. En fait, c'était pour célébrer le 50e anniversaire de la création des jeunesses communistes espagnoles. Voilà. Donc ça a été partout pareil. Et donc si je m'intéresse à cette période, c'est parce que je suis historien, que j'ai fait ma thèse sur la libération du Tarn et de l'Aveyron, en particulier des bassins miniers de Cazeville et de Carmaux, et puis sur l'amalgame du 1er bataillon de FTP de l'Aveyron à la première armée française. À ce propos, avant de rentrer dans le vif, ma présence ici a aussi un but utilitaire. C'est que l'ANAC, dans les Pyrénées-Orientales, a pris la suite de l'ARDIEP, par l'ARDIEP est une association qui s'intéressait essentiellement à la déportation en Algérie. Et comme les enfants des déportés commençaient à devenir âgés, l'ANAC des Pyrénées-Orientales a pris en charge la commémoration de cette déportation, en particulier à Port-Vendre. Ils sont partis par Port-Vendre, et donc il y a des plaques. Et il y a 2 ans, nous avons organisé une grande cérémonie à Port-Vendre. Et comme je suis historien, en même temps que nous organisons des cérémonies, moi j'aime bien qu'il y ait une trace écrite. Et il y a 10 ans, j'ai fait une petite plaquette sur les déportés catalans des Pyrénées-Orientales en Algérie. Et pour l'an dernier, j'ai sorti un livre un peu plus grand, c'est un peu démagogique. Il s'agissait de mettre à l'affaire le dictionnaire biographique des déportés que j'avais repéré de la zone de la nouvelle région Occitanie. Et le but, c'est que, non pas dans 10 ans, parce que tout le monde se fait vieux, donc on va dire qu'en 86-87, pour le 85e anniversaire de ces déportations, nous ayons non seulement une grande manifestation, mais que nous sortions un livre dans lequel il y aurait la liste, si possible la liste, des 2000 déportés, et si possible un maximum de biographies. Et pour cela, j'ai commencé à creuser les archives du camp du Vernet d'Ariège où étaient les étrangers et les brigadistes, et les archives d'Albi, parce qu'à Saint-Sulpice-la-Pointe, il y a eu 300 déportés de Saint-Sulpice-la-Pointe. Et il ne restera plus qu'à monter dans la route de Vienne, parce qu'au camp de Saint-Paul-des-Jours, il y a eu aussi des départs. Donc j'adresse un appel à tous nos amis espagnols, à nos amis, à tous nos amis, pour qu'ils m'aident dans cette recherche des biographies. Parce que pour les Français, je vous en parlerai tout à l'heure, il y a eu 4 déportés français dans le Lot-et-Garonne, en Algérie. Pour les Français, grâce au Métron, dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, nous avons des renseignements pour les plus importants. Mais pour les Espagnols, alors là, c'est très très compliqué. Ça, c'était mon premier point. Le deuxième point, c'est aussi un appel. Nous allons arriver dans le 80e anniversaire de la Libération. Et le monde associatif, alors je ne parle pas de Caminard, mais le monde associatif ANAC, ARAC, FNRP, puisque, si vous voulez, ce qu'on appelle moi les associations mémorielles progressistes. Nous avons un défaut, on travaille trop au niveau des comités départementaux et on a peu de relations, j'allais dire, horizontales. Et quand elles sont horizontales, c'est peut-être avec le département voisin, c'est-à-dire Aveyron-Tarbes. Mais le Lot, quand j'étais dans l'Aveyron à Decazeville, ils avaient peu de contact avec le Lot, par exemple. Et si on veut marquer ce 80e anniversaire, le marquer pour des raisons politiques. Et moi, je viens d'un département où nous avons 4 députés d'extrême droite. Et le midi rouge, il a pris une sacrée couleur. Hein. Quand je pense à ce qu'était Pesquier avant Guême, et ce qu'il est devenu, moi, je
suis très inquiet. Alors, c'est très inquiétant pour le Languedoc, c'est moins inquiétant peut-être pour l'intérieur des terres. C'est quand même catastrophique, globalement. Et donc, si on veut marquer ce 80e anniversaire, il nous faut un grand projet fédérateur. Et donc, la direction de la NAC et de la RAC, j'en ai parlé au congrès de la RAC dernièrement, au congrès de la NAC, j'en ai parlé, la direction de la RAC est d'accord. L'idée serait de faire quelque chose autour, j'allais dire, que sont devenus les FFI à la libération. Parce que, voilà, j'ai un problème de médicaments qui me fait des bouches sèches. À la libération, à Toulouse, eh bien, on a créé ce qu'on appelle le groupement mobile du Sud-Ouest, qui a regroupé en partie 20 000 hommes, et ces 20 000 hommes sont partis de la région toulousaine, du Limousin et de l'Auvergne, ont gagné Dijon, et puis de là sont montés sur le front des Vosges, ont été amalgamés à la première armée, et sont passés à l'Allemagne. C'est le cas du premier bataillon de l'Aveyron, où était mon père. Alors, l'idée serait de faire un travail pour voir comment... C'est un grand débat politique aussi à l'époque. C'est est-ce qu'il faut, De Gaulle voulait dissoudre les FFI pour, après, par mobilisation, intégrer les gens pour faire mesure, et les FFI, et on va dire en gros, les mouvements de résistance proches du Parti communiste et du Biron-Godard, étaient pour qu'on intègre les FFI en tant qu'unité, parce que les FFI, ils voyaient dans les FFI l'image d'une armée populaire à la Jaurès, armée d'une France nouvelle. Donc c'est un grand débat politique, qui à mon avis encore des consonances aujourd'hui. Quelle armée nous voulons? Pour quelle défense nationale? Pour quelle France? Ce n'est pas simplement des réflexions d'historiens. Et donc l'idée serait de voir au plus près comment dans ces unités, ce débat sur l'avenir des FFI de l'armée s'est posé à la libération. Et les difficultés qu'ils ont rencontrées, ou pas, pour s'intégrer à la première armée française. Et donc, il y a eu une réunion à Toulouse où notre ami Miranda était présent. L'idée serait de faire, à l'occasion de cet anniversaire, donc l'automne, on va dire l'automne 2024, une journée d'études et peut-être même des pèlerinages sur la route vont emprunter jusqu'à l'Allemagne ces résistants. J'ajouterais que pour les Espagnols, la question est un peu différente, mais à peine. Parce que ces Espagnols, à la libération, ils se sont scindés en deux groupes. Le groupe qui est parti sur les Pyrénées, il y a eu ce qu'on appelle les fameux bataillons de sécurité tout le long des Pyrénées, et l'opération du Val d'Aran. Ça, c'est le premier point. L'opération du Val d'Aran, qui, je vous signale, il y a eu aussi des opérations de diversion et de soutien dans les Pyrénées orientales, d'accord, pour essayer d'éviter que les forces franquistes se concentrent sur le Val d'Aran. Donc il y a eu ceux qui sont partis sur les Pyrénées, et puis il y a tous les Espagnols qui sont partis sur les poches de l'Atlantique, et qui y sont restés un certain temps, parce que les poches de l'Atlantique, ça durait quand même jusqu'au 8 mai 1947. Donc vous voyez que la question, et puis c'est posé autre question, dans le bataillon FTP de l'Aveyron, il y avait des étrangers, il y avait des Espagnols, mais il y avait aussi des Polonais, de grands sacs, les mines. Et donc c'est posé quel était le statut de ces étrangers dans une armée française. Donc, vous voyez, cette question, donc, à la fois de l'armée nouvelle, du statut des étrangers et de leur rapport à la libération de la France, à mon avis, pourrait intéresser tout le monde. Et moi, j'aimerais bien que ce soit vers 47, que ce soit la nappe Lot-et-Garonne, on en discutera en mangeant tout à l'heure, s'intéresse à cette question-là et nous apporte des contributions au colloque de Toulouse que nous espérons le plus important possible et le plus riche possible. Je lance aussi un appel. Dans les Pyrénées-Orientales, la NAC s'intéresse à l'Espagne. Mais attention, nous nous intéressons à l'Espagne uniquement parce que la situation espagnole, l'histoire de l'Espagne dans les années 30 et suivantes, c'est suffisamment compliqué, il faut la connaître bien pour ne pas dire de bêtises. Je déteste les gens qui ont des idées simples et qui sont totalement fausses. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les Pyrénées-Orientales comme plaque tournante à l'aide à l'Espagne républicaine de 34, je commence tôt. 34, c'est la République socialiste des Asturies. C'est la Libertad de Catalogne, avec la répression qui s'en va. Et déjà, les premiers passages vers la carte de Catalogne et vers chez nous. Et 67, c'est, j'allais dire, la fin de la fête. Voilà, on peut dire la fin du franquisme. Je rigole parce que j'ai publié les souvenirs de Malagón. Je ne l'ai pas mené, mais si ça intéresse, je peux vous en rendre. Malagón, c'était le faussaire officiel du Parti communiste espagnol. De 1940, alors il est rentré dans la retirade,
il en sort, et de 1942 à la mort de Franco, il fait des faux papiers pour le parti, merci, pour le parti communiste espagnol, et pour différentes personnes. Et quand Dolores Ibargüen rentre en Espagne en 1975, avec Carrillo, Santiago Carrillo, il rentre avec des faux papiers de Malherbe. Ils sont à Madrid. Pendant 6 mois, ils vivent à Madrid avec des faux papiers. Et puis un jour, en 1976, la situation se stabilise, on voit un peu plus clair, et donc Santiago Carrillo se pointe un jour au commissariat en disant voilà, ça, c'est des faux papiers, je suis Santiago Carrillo. Et il y a eu des gens qui sont rentrés clandestinement dans les Pyrénées orientales après la mort de Franco, en particulier les catalanistes, qui, pendant cette période incertaine, sont rentrés en France. Donc, si vous voulez, nous, on travaille là-dessus. Et on travaille sur des questions aussi sur lesquelles vous pouvez nous aider. C'est que j'ai parlé de l'internement sur les plans des cages. Ça, c'est des hommes et des grands garçons. Mais les femmes, les enfants, les vieillards, on les a dispatchés à travers toute la France. Et un certain nombre d'entre eux, j'ai publié ça, si on intéresse, je peux vous trouver un exemple. Il y en a qui étaient allés le donner. Un jour, Daladier a dit les femmes et les enfants ne craignent rien. Et on les a envoyés manu militari en Espagne. D'ailleurs, comme les enfants des colonies, que j'ai traité lors du séminaire du colloque de Camina, on a renvoyé les enfants des colonies en Espagne. Ah. Eh bien, ce que je ne savais pas, parce que je ne sais rien, d'accord, et ce que je découvre, et là où j'ai besoin de vous, c'est que dans les années 45-46, et ça va jusqu'à 50, alors que la frontière est fermée, vous avez des femmes et des enfants de République espagnole qui passent clandestinement la frontière pour rejoindre leur mari. Et ce n'est pas trop appelé. C'est à mon avis des centaines, voire des milliers de femmes et d'enfants qui passent clandestinement la frontière. Et c'est une page d'histoire totalement méconnue. Alors, vous en parlez autour de vous. Et vous allez voir que peut-être, vous allez avoir des... Oui, ma mère, ma grand-mère peut-être, est passée en France par tel endroit, dans les années. Et si vous avez ce genre de réaction, prévenez-moi, parce que nous sommes en train de travailler là-dessus, parce qu'on a un séminaire qui s'appelle « Les traumas des enfants espagnols sous le franquisme », non pas en Espagne, parce que ça c'est pas notre ressort, mais tel qu'ils ont vécu en France, soit lors de la retirade, soit lorsqu'ils sont rentrés avec leurs parents, soit parce que leurs parents avaient une activité clandestine dans les années 50, 60, et que ça a quand même pesé lourdement dans la vie des enfants. Donc vous voyez que là aussi, Mère 47 peut être une grande utilité au monde scientifique par de petites choses. Je ne vous demande pas de me faire des thèses. Si vous me faites une fiche sur moi, comment j'ai vécu l'action clandestine, puisqu'à partir de 51, on a fait un Bolero Paprika, les organisations progressistes espagnoles sont interdites. Moi, comment j'ai vécu les réunions clandestines, les déplacements de mon père pour échapper à la fête. Donc, vous voyez, nous avons besoin de petites choses, c'est pas forcément de faire de choses qui permettent de mieux comprendre cette réalité, parce que sinon les choses sont mortes. Le passage clandestin de ces enfants et de ces femmes en France, si les historiens ne s'en occupent pas, c'est mort définitivement. Voilà, c'est ça aussi l'histoire. L'histoire, les acteurs et les enfants d'acteurs ont leur responsabilité dans l'histoire.